Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Mon invité aujourd'hui, Sylvie Gustave des Duflos, bonjour. Bonjour Monsieur Langlois et bonjour à tous vos téléspectateurs. Alors on va pas tourner autour du pot. Est-ce que vous serez candidate aux prochaines législatives? En tout cas, je serai dans la bataille. Ah, je serai dans la bataille de la 4e circonscription et la forme reste encore, il reste juste quelques modalités à définir, mais je serai dans la bataille dans la 4e circonscription puisque nous avons une 4e circonscription, il y a une voix à porter. C'est une 4e circonscription avec d'énormes problèmes de rééquilibrage, de manque d'attractivité. Les derniers chiffres de l'INSEE montrent que pratiquement toutes les communes de cette 4e circonscription, qui en compte 11, les jeunes s'en vont. Donc, vous voyez que c'est un formidable défi pour retrouver cette attractivité. Et puis, une attractivité aussi qui passe par du service public, de l'eau potable dans les robinets, des zones, desservies en téléphonie, en Internet. Là, vous nous donnez le programme, mais vous imaginez bien que nos téléspectateurs, ils ont envie de savoir également avec qui vous allez y aller. Alors, pour l'instant, nous sommes encore en pleine négociation, mais voilà, nous serons dans la bataille. Et on en saura plus quand alors? Très bientôt, assez rapidement. C'est-à-dire? C'est-à-dire dans les jours à venir. Ouais. On vous a prêté l'intention d'y aller avec Sonia Petro, je suis loin de la vérité? Oui, vous êtes un peu loin de la vérité. Très loin de la vérité. Très loin de la vérité. Donc, il y a d'autres personnes avec qui vous négociez aujourd'hui? Oui, il y a des personnes avec qui je négocie et qui sont proches de la même vision. Parce qu'il suffit pas d'avoir un attelage. Il faut que les animaux de cet attelage tirent dans le même sens. Donc, je suis en pleine négociation. La même vision que la majorité régionale du moment? Oui, bien évidemment. Moi, j'ai parrainé Emmanuel Macron et aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur candidat pour pouvoir faire barrage au Front National. Et en plus, il a un programme qui, par certains côtés, est extrêmement novateur. Et je le dis à cette population, puisque ce week-end, j'étais sur le terrain, qui a la tentation d'aller voter pour le Front National. Eh bien, n'oubliez pas l'idéologie que véhicule ce parti et surtout, n'oubliez pas que nous avons des parents, nous avons des enfants installés en métropole. Et je peux vous dire que lorsque j'étais étudiante à Marseille, lorsqu'on rencontrait les couleurs d'affiches du Front National, il y avait toujours quelques bras cassés et c'était du côté des Noirs et des Arabes. Ce ticket que vous allez former avec on ne sait qui, l'invité mystère, même s'il y a des noms qui circulent un petit peu partout en ce moment, il aura le soutien d'Harry Chalus? Tout ça, c'est de la négociation. Ouais. Ça se négocie en ce moment? C'est difficile, les négociations? Non, pas Il y a des choses qui bloquent? Non. Non, rien ne bloque. Vous aviez déjà négocié en 2014 lors des municipales. Est-ce que là, vous aviez négocié avec Harry Chalus de pouvoir vous présenter aux législatives? Non, en 2014, rien n'avait été négocié. C'est-à-dire que j'avais vu la difficulté dans laquelle Baïf se trouvait et il fallait absolument pouvoir apporter une alternative à Baïf. Et aujourd'hui, on voit le déficit abyssal. Donc, mon combat était totalement légitime et motivé. Voilà. Mais moi, je n'avais pas négocié quoi que ce soit avec le président Harry Chalus puisque moi, je m'étais impliquée derrière lui pour les élections régionales et je pense qu'à chaque jour suffit sa peine. Ouais, vous êtes toujours déclarée femme de gauche, vous l'êtes toujours? Plus que jamais. Plus que jamais. Et c'est compatible avec Emmanuel Macron aujourd'hui? Oui, parce que, en fait, Emmanuel Macron, si vous regardez bien, est à l'image de notre équipe régionale. Tout le monde avait dit, oui, c'est un patchwork, ça va pas marcher, etc. Et je peux vous assurer que dans l'équipe régionale, l'équipe travaille en cohérence. Nous avons des sensibilités différentes que nous pouvons exprimer lors des élections. Elle s'exprime au quotidien ou? Non, mais dans les relations de travail, non? Non, pas du tout. Il y a une vraie cohérence de travail, de point de vue, parce que finalement, que vous soyez de gauche ou de droite, parce que c'est ce que dit Emmanuel Macron, il faut que l'intérêt du pays soit l'intérêt supérieur. Et c'est ce qu'il est en train de réussir. Ce que Bayrou n'a pas réussi à faire, Emmanuel Macron est en train de le faire, pouvoir rassembler des individus de tous bords, dont l'intérêt aujourd'hui est de travailler pour le pays. Emmanuel Macron qui est devenu l'homme à abattre. Demain, il y a un débat qui s'annonce décisif. Il sera retransmis sur BFM TV, également sur CNews. Vous êtes, vous le savez, vous le constatez, vous le sentez en tout cas, que demain ce sera la cible?
Oui, Emmanuel Macron sera probablement la cible aussi bien du Front National que probablement des autres candidats. C'était déjà la stratégie lors du dernier débat qui a eu lieu sur TF1, je crois. Et mais vous avez vu, il s'en est très bien tiré. Dans l'opinion publique, c'était le candidat, eh bien, avec Jean-Luc Mélenchon qui avait marqué le plus de points. Donc Emmanuel Macron a un programme crédible et je pense que c'est ce qui fait sa force. Ouais. Donc aujourd'hui, vous êtes bien du ressort de Emmanuel Macron. On va parler un petit peu des sargasses à présent. Elles ont fait leur retour. On rappelle que vous êtes présidente de la commission environnement et cadre de vie à la région. Elles ont fait leur retour. Qu'est-ce qui est prévu ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avions mis des dispositifs en place depuis 2015 et que nous allons réactiver ces dispositifs. Alors, on a eu une petite trêve l'année dernière, mais ça a été de courte durée. Hein. Voilà, comme quoi on peut pas bâtir une économie sur les sargasses parce que c'est totalement aléatoire. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2015, eh bien, la région avait donné à 50 000 € à chaque île du Sud pour pouvoir faire face techniquement, eh bien, au nettoyage des plages. Donc, ces matériels sont toujours d'actualité. Il suffira que les maires puissent les réactiver pour nettoyer leurs plages. Par ailleurs, il y a eu un fonds de solidarité qui a été créé entre l'État, les communes, les communautés d'agglomération. Et ce fonds, en fait, est abondé par l'État, par le conseil régional, le conseil départemental et les communautés d'agglomération. Ce fonds d'aide de solidarité reste insuffisant. Il faudra probablement l'augmenter. Et puis enfin, nous ne sommes pas restés sans rien faire, puisque dès 2015, en partenariat avec l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, nous avions lancé conjointement un appel à projet. Il en est où de cet appel à projet alors ? Eh bien, cet appel à projet a abouti en 2015 puisque il y a eu 37 projets proposés. 15 ont été retenus. Parmi les 15, il y en a 10 qui portent sur la valorisation de ces algues sargasses lorsqu'elles sont échouées. Et il y en a 5 qui portent sur la collecte, soit sur le rivage ou soit en mer. Donc, les entrepreneurs avaient élaboré des prototypes qu'ils n'ont pas pu tester parce que l'année dernière, il n'y avait pas de sargasses. Ouais. Donc, ils vont pouvoir... C'était des manques de moyens, mais qui nous ont bien servi en tout cas. Hein. Voilà. Mais cette année, donc, s'il y a des échouages en quantité, parce que pour l'instant, nous ne savons pas l'ampleur. Ah, vous ne le savez pas? On ne peut pas le prévoir encore? Pas encore. Ça dépendra des courants? Ça dépendra des courants, ça dépendra... Nous avons des missions de repérage à faire, mais tout dépendra de l'ampleur du phénomène. Parce que là, aujourd'hui... Les infos, elles vous remontent comment aujourd'hui? Vous les avez comment? Bien par l'État, par l'ADEAL, par Météo France. Et en fait, aujourd'hui, nous ne savons pas si l'épisode que nous venons de vivre, c'est juste un épisode sporadique ou alors nous sommes sur les prémices d'un phénomène de grande ampleur comme en 2015. Donc, nous devons évaluer ce qui va arriver en fait sur nos plages. Ouais. Voilà. On sait qu'il y a l'économie touristique qui pourrait pâtir d'un retour de ces sargasses. Vous les avez rencontrés, tous ces professionnels du tourisme? Non, pas encore sur les sargasses, puisque nous sommes vraiment au premier épisode, mais très rapidement, nous ne laisserons pas les choses dégénérer comme en 2015, parce que c'était vraiment ces échouages massifs qui arrivaient. Nous n'avions pas les réponses techniques, nous devions tout mettre en place. Eh bien, comme vous avez pu le voir, un certain nombre de communautés d'agglomération disent qu'elles sont prêtes. Elles ont mis en place des brigades vertes pour pouvoir très rapidement nettoyer les plages. Et puis, comme je vous l'ai dit, on a du matériel maintenant rapidement sur les îles du Sud pour pouvoir faire le nettoyage. Sur nos côtes de la Guadeloupe proprement dit, eh bien, nous avions mis des chantiers d'insertion pour le ramassage. Donc, nous verrons coup par coup avec les communautés d'agglomération ce qu'il a lieu de faire, mais nous serons dans la réactivité. Ouais, ça va se gérer en fonction des invasions ou pas voilà. De sargasses. J'aimerais qu'on vienne sur un autre dossier, celui des déchets. On vous avait promis un début de rentrée septembre, octobre, novembre compliqué. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. Il en est où ce dossier des déchets en Guadeloupe? Bien, ce dossier des déchets avance, puisque vous le savez, depuis le 1er janvier 2017, eh bien, la région a maintenant la compétence pour... Avec la loi Notré, les compétences. Avec la loi Notré de 2015. Donc, elle a la compétence pleine et entière pour la gestion et la prévention de tout type de déchets.
Donc, à notre prochaine plénière, nous allons voter ce fameux plan de prévention et de gestion des déchets ménagers. Et vous avez vu que vendredi dernier, nous avons fait un séminaire pour inciter les collectivités intercommunales à davantage de création de déchetteries et de quais de transfert. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que ce type d'apport volontaire de la part des citoyens... Les citoyens jouent le jeu? Il faut qu'ils jouent le jeu. Il faut. Mais pour qu'ils le fassent, il faut qu'ils soient correctement informés. Il ne faut pas que ça déborde non plus? Il ne faut pas que ça déborde. Et donc, en ce sens, nous incitons fortement les collectivités intercommunales, parce que ce sont elles qui ont la compétence collecte et traitement des déchets. Nous les incitons sous des outils de fonds européens, à faire des campagnes de sensibilisation et d'information à la population. Plus la population est sensibilisée, informée, et plus elle jouera le jeu. On a tous à cœur d'avoir une île très belle et protégée. Donc, et ça passe par le recyclage des déchets. Donc, on nous avait annoncé un dossier explosif. Finalement, le feu couve tranquillement en dessous. Ça se passe bien pour le moment? Non, mais la collectivité régionale avance en partenariat avec les communautés d'agglomération. Et cette question des déchets, nous en avions fait notre fer de lance pour la campagne des régionales. Et nous travaillons dessus. Nous travaillons dessus. Tiens, un mot pour terminer sur la situation en Guyane en ce moment. Comment vous jugez la réponse gouvernementale? Écoutez, ils ont apporté, je crois, 1 milliard... un peu plus d'1 milliard, Un peu plus d'1 milliard de réponses. Les Guyanais réclament 2,5 milliards. On est loin du compte? On est très loin du compte, mais ça montre une chose. Ça montre que, aussi bien que pour la Guyane que pour les autres territoires de l'outre-mer, l'État s'est désengagé. Et aujourd'hui, le rattrapage à faire est absolument colossal, aussi bien en Guyane que dans les autres territoires d'outre-mer. Alors, quelle va être, je dirais, la stratégie du gouvernement à 1 mois de la venue d'un nouveau président? Écoutez, moi aussi, je suis à l'écoute. Oui, ça serait un peu dommage que le gouvernement promette 2,5 milliards. Peut-être à un nouveau gouvernement, non, qui devra avoir ces 2,5 milliards à budgétiser par la suite. Exactement. Donc, il faut attendre de voir un petit peu les propositions de Cazeneuve. Je crois qu'ils sont en train d'être faits maintenant. Mais moi, je dis à la population, il faut véritablement que nous nous prenions en main et que nous avons de quoi faire pour développer notre économie, de la croissance verte, de la croissance bleue. Il faut qu'on aille de l'avant parce que l'État ne reviendra pas en arrière. Là, ils vont faire du rattrapage pour la Guyane, mais il faut qu'on mette le moteur économique en marche. Et nous n'avons pas d'autre solution que d'aller vers ça. Ouais, c'est un problème guyanais. C'est pas un problème guadeloupéen qui pourrait se répercuter ici? On n'est pas dans le même contexte aujourd'hui? Oui, bien sûr que nous sommes dans le même contexte. Je veux dire, il faut le dire, l'euro a amené une vraie paupérisation de la population. Les gens ont du mal à boucler leur fin de mois. Les gens, et puis on a des services publics qui se paupérisent. Vous avez vu que du côté de Basse-Terre, la maternité va être rétrogradée en classe 2. Et donc, tout ce qui est néonatalité, gestion de la pathologie à la naissance ne pourra plus l'être. Donc, oui, effectivement, nous avons de vrais problèmes, de vrais enjeux là-dessus. Mais je crois que suite au LKP, la population a eu beaucoup de retours, je dirais, post-LKP, de perte d'emploi, de commerces qui se sont fermés, d'entreprises qui se sont fermées. Et donc, je pense qu'ils vont réfléchir avant d'aller dans un mouvement de longue durée. Ouais, ce ne sera pas la même chose de toutes les façons, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Merci à vous d'être venu sur l'antenne de TV. C'est moi qui vous remercie. Très bonne fin de journée sur ETV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour.